Being a marketer's no sweat. You just have to manage dozens of channels, launch hundreds of campaigns, score thousands of leads, and okay, fine, it's a lot of sweat. Unless you have HubSpot's AI-powered marketing tools to help you do all that and more. Get started at HubSpot.com/marketers. When it comes to towing, seeing is believing. That's why Chevy Truck's advanced camera technology offers up to 8 available cameras for 14 unique views, so you can focus on the view that really matters. Chevrolet, together let's drive. Learn more about Chevy Trucks at Chevy.com. Safety or driver assistance features are no substitute for the driver's responsibility to operate the vehicle in a safe manner. Read the Vehicle Owner's Manual for important feature limitations and information. Hey, salut, bienvenue sur Écho de montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Donc, on est vos animateurs, Alex et Catherine. On va tout de suite embarquer avec les nouvelles de ce qui s'est passé depuis la dernière émission. Donc, je vais partir parce qu'après ça, Catherine, je pense qu'elle en a un peu plus à dire que moi. Catherine qui est sur la Appalachian Trail en ce moment, fait qu'on la pogne comme sur le fly un peu. Donc, pour ma part, depuis la dernière fois, j'ai sorti, je pense, 4 émissions sur l'Italie qui vont dans tous les sens. Là, fait que, comme il y a de la culture, il y a de l'histoire, il y a beaucoup, beaucoup trop de niaiseries. Là, je dis vraiment beaucoup de marde, entre guillemets. Mais sinon, on apprend pas mal à me connaître au travers de ça. Puis beaucoup de moments entre moi et ma blonde. Puis bien sûr, beaucoup de randonnées aussi au travers. Fait que ça, c'est comme vraiment le côté cinéma. Sinon, le temps que l'émission elle sorte, je vais partir dans quelques jours. Pour ceux qui écoutent le podcast, ça va être un scoop parce que sinon, je risque de l'annoncer vraiment, vraiment, vraiment à la dernière minute. Je m'en vais pour un short trip, vraiment un trip très, très court dans les Rocheuses canadiennes. Donc, un trip de sûrement juste 2 jours de backpacking. Peut-être genre 50-60 km, un truc dans ce genre-là. Donc, très rapide, filmer un film là, puis bien sûr avoir du fun. Là, fait que rester à l'affût pour ça, il y a des images qui vont arriver, puis un film éventuellement. Yes. Puis des anecdotes à raconter ici. Puis des anecdotes, bien sûr, parce que la trail, c'est moi puis un ami qui habite là-bas, on l'a un peu inventé avec un tracé qui existe déjà, mais là, on invente un peu des chemins au travers de ça. En tout cas, il va ça va être intéressant. Ouais, il va y avoir plus de détails plus tard, mais c'est sûr que ça va être magnifique parce que ça reste les Rocheuses canadiennes. Sinon, dans le dernier épisode, j'avais parlé que je préparais un gros projet, puis que ça se pouvait que ça floppe, ça se pouvait que ça floppe pas. Ça a floppé. Point. J'ai encore un plan B. Le plan B, je le mentionnerai pas tout de suite parce que là, je suis dans l'organisation du plan B. Mais si je peux mentionner, c'était quoi le plan A? Je voulais aller traverser l'île de Baffin. L'île de Baffin, qui est l'île en haut du Québec, qui est la 5e plus grosse île au monde, en fait. Ça fait partie du Nunavut. Donc, je voulais la traverser d'ouest en est, qui m'aurait donné comme quelque chose comme 600 km, un truc comme ça. Wow! L'affaire qu'il faut savoir avec Baffin, c'est que 60% de la population mondiale d'ours polaires se trouve sur Baffin. Fait que l'ours polaire n'est pas comme le grizzly, pas comme l'ours noir, que tu fais du bruit un peu, puis il va juste s'en aller avant de te voir, il veut pas plus. L'ours polaire, il a faim. L'ours polaire, il voit quelque chose qui bouge, il mange. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une toute autre logistique. Donc là, j'avais comme plusieurs solutions au travers de ça. Soit je transporte un arme à feu, j'ai mon permis d'armes, mais c'est comme une logistique quand même comme énorme. Fait que je voulais pas embarquer là-dedans. Ensuite de ça, c'est d'engager un guide. Mais là, après communication avec du monde là-bas, j'ai un temps limité parce qu'il faut savoir que oui, je fais beaucoup de randonnées, oui, je suis cinéaste au travers de ça, tout ça, mais j'ai un autre job au travers parce que être cinéaste d'aventure, c'est pas payant. Petit scoop, là. Fait qu'il faut que je travaille au travers de ça. Donc, j'ai juste 2 semaines cet été. Fait que j'avais 2 semaines pour partir faire 600 km. Ouf! Jusque-là, moi, ça marche. Je connais ma forme physique. Je suis capable de le faire. Mais là, il faut savoir que dans le fond, ce que je voulais faire, il y avait des portions qu'il fallait que je traverse en bateau. Donc, j'appelle un bateau via satellite, que je prenne le bateau, qu'il
me dépose à la suite. Je continue de marcher, mettons, un 200 km, l'autre bateau. Fait que la météo sur Baffin est vraiment imprévisible. C'est pas comme la météo qu'on a à Montréal ou peu importe où. Donc, il peut y avoir des délais comme de plusieurs jours, que ce soit pour le bateau, comme même l'avion mettons, de Montréal jusqu'à Iqaluit, là, que je peux attendre à l'aéroport peut-être 2 jours parce que la météo est zéro clémente à Iqaluit. Donc, déjà ça apportait des gros délais que dès qu'il y avait un délai, ben mon plan tombait à l'eau parce que je pouvais pas... 600 km, c'était déjà comme limite. Ben, si tu ajoutes un délai... Ouais, c'est ça, exact. Donc, si tu ajoutes un délai, ben ça marchait plus. Fait que pour ces raisons-là, ben, j'ai décidé d'aborder le plan, là, de changer les plans parce que ça restait beaucoup de coûts, surtout que pour une des sections qui était à haut risque d'ours polaire, j'allais engager un guide qui allait me suivre. Donc, en partant, déjà que c'était ambitieux, là, il fallait que je prenne un guide qui était capable de marcher la même vitesse que moi parce que ça allait être des bonnes distances de 40-50 km par jour. Ça, c'est à pied ou en ski? À pied. À pied, OK. Donc, tu sais, déjà là, c'était ambitieux. En tout cas, il y avait beaucoup de beaucoup de facteurs qui pouvaient annuler tout le plan. Puis beaucoup de coûts à ça. Donc, j'ai juste décidé de reporter ça peut-être une autre fois. Ou, je garde ce trajet-là en tête, là, que j'étais en communication avec eux pour dire hey, est-ce que ça passe par là, est-ce que ça passe par là. Oui, ça passait, mais c'est ça. J'étais un peu short en temps. Donc, c'est ce qui arrive avec mon plan A. Il va peut-être être reporté un moment donné, mais là, je planifie un plan B qui est un peu moins ambitieux, mais qui est quand même des vraiment bonnes journées. Là, le plan que j'ai en tête, juste pour le teaser un peu, c'est une trail qui se fait normalement, selon Google. Là. Après ça, il y a des records du monde je pense que c'est 4 jours le record du monde, mais ça, c'est en ultra trail, là, qui est zéro ce que je fais. Là. Puis en ultra trail et accompagné, supporté, merci. Moi, j'y vais en autonomie complète. Mais normalement, sinon, en autonomie, ça se fait en 1 mois. Donc là, encore une fois, moi, c'est de le réduire de moitié et le faire en 2 semaines. Ça reste quand même ambitieux, mais c'est un peu moins fou que l'autre qui avait les ours polaires dans la balance aussi. Là. Fait que c'est pas mal ça, mes grosses nouvelles. Fait qu'on embarque dans le vif du sujet de Cat is on the Trail. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans mon monde à moi? Ben oui, les 100 premiers miles, je pense, c'est ça, ouais? Oui, mais là, je suis rendu plus loin que ça parce qu'en fait, Baxter State Park ne fait pas partie du 100 Mile Wilderness. Fait que j'ai peut-être 114 000 de fêtes à date. Ouais, fait que ça a bien été. Ça fait depuis... c'est jour 9 aujourd'hui. C'est mon 9e jour sur l'Appalachian Trail. Je prends une journée off, je prends congé. Donc, je vais être en congé pour une journée. Le temps de récupérer puis de me refaire les pattes. Oh, il en faut de temps en temps. Puis il en faut, puis prendre le temps de faire mon lavage, de me laver, d'acheter de la bouffe pour le prochain tronçon. Mais c'est le bout le plus long, en fait, que je vais avoir à faire, ou que j'ai déjà fait, en fait, c'est fini. Le bout le plus difficile, là, côté logistique, il est fait, il est derrière moi. C'était le 100 Mile Wilderness, parce qu'il n'y a aucun ravitaillement possible pendant 160 km. Okay. Je dis pas possible. Là. Maintenant, c'est possible. Pour un certain frais, tu peux te faire livrer ta nourriture à mi-chemin sur une route de terre, mais c'est assez coûteux. Moi, j'ai choisi de le faire d'une traite là, en autonomie complète. Fait que je l'ai vécu comme le 100 Mile Wilderness. Là. Mais pas si wilderness que ça. Là. Il y avait du réseau cellulaire à chaque jour presque. Fait que ça m'a vraiment surpris. J'avais des nouvelles de toi tous les jours, donc j'étais vraiment surpris à ce niveau-là, en fait. Là. Ouais. Je suis arrivée à partager, je suis arrivée à bloguer, je suis arrivée à mettre en ligne mes articles. En fait, je les programmais, fait comme ça, quand ça pognait du réseau, ça le mettait en ligne. Mm-hmm. Je pouvais l'écrire offline. Là. Fait que c'était quand même moins sauvage que je pensais. Mais bon, l'environnement restait très, très sauvage. Là. C'était un sentier... même si c'est sur l'Appalachian Trail, on se dit « Ah ouais, c'est une autoroute, il y a plein de monde qui passe. » Non, ce sentier-là est extrêmement bien préservé. Il y a même des aires un peu de sentier national. Là. C'est vraiment un single track dans les racines, les roches, la mousse. Le sentier est presque intouché. Là. C'est vraiment... Les bénévoles, en fait, c'est maintenu par des bénévoles, tout ça. Là. Ils ont fait une excellente job là, de préservation puis de tracé.
Mais c'est pas c'est pas plat. C'est pas des gros sommets. Tu sais, les gens disent ouais, le 100 Mile Wilderness, tu traverses pas vraiment de grosses montagnes. Il y a pas de grosses montagnes, mais c'est toujours en ups and downs. Ben, Si je compare avec le Sentier national, là, c'est vraiment un roller coaster. Ça ressemble un petit peu au Sentier des Contreforts tout le long. OK. Donner une idée, là? Ça se court pas. En fait, l'Appalachian Trail va être ça tout simplement. Tu n'auras pas de gros sommets, mais c'est du up and down pratiquement. En tout cas, une grosse partie, là. Une grosse partie du up and down, mais je vais tomber sur des sommets un peu plus intéressants dans les White Mountains ou dans le sud du Maine, où est-ce que je vais arriver dans les chaînes de montagnes, des Saddleback, des Bigelow. Puis après ça, dans les White Mountains, je vais arriver dans les présidentielles, le Franconia Ridge et tout ça. Fait que je vais quand même atteindre des montagnes un peu plus découvertes là, que dans le 100 Mile Wilderness, où c'est plus des petites collines. Là, ça dépassait jamais là, les 1000 mètres à peu près. Là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, en fait, là, tu as fait Katahdin, mais on a vu, en fait, avec tes photos de Katahdin que tu as publiées, il n'y avait aucune vue. Mais normalement, quand tu fais Katahdin, tu vois que tu es juste perdu au milieu de nulle part. Tu sais, c'est une butte. C'est la seule. Vraiment un gros ridge en plein milieu de rien. Fait que ça permet de visualiser vraiment ce que tu as vécu, en fait, dans les derniers jours. Là. Autour de Katahdin, c'est assez... c'est pas plat, mais c'est des collines plus basses. Katahdin domine vraiment l'état cette région-là du Maine. Fait que ça a été ma rampe de départ, là, comme je l'appelle. Ça a réchauffé un peu les cuisses. Écoute, j'ai été raquée pendant 3 jours. Mais il fallait que je marche quand même, là. Ouais. Ouais, j'ai payé pour, hein. J'étais plus en forme, là, quand j'ai commencé le sentier, quand j'ai attaqué Katahdin, là, j'avais presque rien fait cet hiver. J'avais 0 entraînement depuis la Pacific Crest Trail. J'ai payé pour. OK? J'ai été raqué, là, solide 3 jours, puis j'ai eu mal au corps tout le long du 100 Mile. J'arrive ici, les pattes un peu amochées, mais globalement, j'ai pas de bobo, pas de blessure, il y a rien arrivé de bien méchant. J'ai vu le cul d'un ours, puis j'ai vu une maman orignale avec son bébé à date, en termes de vie sauvage. Les moustiques étaient vraiment moins pires que je pensais. Ah oui? Ça m'a surpris, peut-être même inquiété. Il y avait très peu de moustiques. Pas de mouches noires. Les mouches noires sont déjà finies. C'est déjà du passé. Donc ça, c'est fait. Puis les moustiques, vraiment, c'était très supportable. Là. Je pense que je me suis mis 3 push-push de produits chasse-moustique. D'ailleurs, je vais même pas le traîner. Je vais le laisser dans la hiker box ici. Là, je vais l'abandonner. Ça me donne rien de traîner du chasse-moustique pour le reste. Par contre, je vais quand même avoir un petit filet de tête. Un petit filet pour la tête, là, pour le reste. Parce qu'on sait jamais. Des fois qu'il y a une éclosion. Mais pour l'instant, à date, super chanceuse sur les moustiques, super chanceuse sur la pluie. Il y a plu 3 nuits. Puis j'étais dans des abris. Fait que dans le jour, écoute, je peux pas me plaindre. Il annonçait de la pluie toute la semaine, puis j'en ai pas eu sur moi, à part, peut-être, le 2e jour, parce que il pleuvait on and off, mais c'était de la petite bruine. C'était pas de la grosse pluie. J'ai eu 15 minutes de grêle. Wow. C'est tout. Mais, OK, mais d'abord, là, je suis curieux parce que tu me dis, tu sais, on se parle régulièrement pendant la semaine, là, puis là, tu me dis, j'ai pas de pluie, mais je suis mouillé. Puis là, je suis comme, de quoi tu me parles? On est trempe à grandeur. Faut savoir qu'il fait 100% d'humidité ici. Et on est comme à l'ombre. Donc, le soleil, on peut pas compter là-dessus pour nous sécher parce que de toute façon, c'est nuageux. Et on est à l'ombre, on est sous le couvert des arbres. Et il fait 100% d'humidité. Et on sue notre vie. Donc, j'ai trempé mes vêtements de soir et ça reste trempé. Ça ne sèche pas. Puis, on traverse des rivières, on traverse des marais. Fait que les pieds sont mouillés une fois, sont mouillés tout le temps. Les souliers n'ont jamais réussi à sécher. Là, je fais une tentative de le sécher parce que je prends une journée off puis je peux mettre mes sandales. Là. Mais il y a rien de ça qui a séché. Là. C'était très, très humide. D'ailleurs, j'étais contente pour l'eau parce que contrairement à la PCT, il y en a en abondance. Écoute, j'ai réussi à traîner. Je traînais j'ai plusieurs. Tu sais, j'ai 2 bouteilles d'eau plus ma bouteille de filtreur, puis j'avais besoin de traîner 500 millilitres à la fois, là, tellement il y avait des ruisseaux souvent. Là. Ah, c'est parfait, ça. C'est parfait, c'est allégé.
J'ai une petite question dans le fond, parce que là, tu sais, ici à Montréal, puis en fait, on l'a vu à beaucoup de places au Canada, puis même New York a été affecté, là. Fait que petit astérix là-dessus, t'as-tu des répercussions des feux de forêt? Est-ce que c'était vraiment un ciel voilé par ça, ou... Pas dans l'État du Maine. Les vents ont tendance à descendre. Par contre, j'ai eu des échos. Il y a quelqu'un qui habite en Caroline du Nord qui m'a dit qu'elle était allée dans les montagnes plus tôt cette semaine, puis il y avait de la fumée des feux du Canada jusqu'en Caroline du Nord. Fait que ça donne une idée là, de l'importance du problème. Ouais. Fait que ça a eu ses répercussions jusqu'en Caroline du Nord. Là. Fait que c'est quand même assez big. Wow. Ouais. Puis, j'ai une autre petite question. C'est quoi, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Est-ce que c'était vraiment l'humidité? Ou c'était juste vraiment le fait que tu étais raqué de Catadin? Raquer de Catadin, je dirais que ça s'endure. Ce qui est le plus difficile, c'est un petit moment à passer, là, c'est de remettre mes bas puis mes souliers le matin. C'est vraiment juste ça qui où ce que je fais ma face de bébé, là, puis je fais comme, ah non, faut que je remette mes souliers qui sont encore tous juteux, tu sais. Tu pèses un peu sa paroi puis ça suinte, là. Ouais, c'était ça le plus tough, là, mais le reste, écoute, c'est du bonheur, là. C'était de la bonne douleur, là. Tu sais, tu sens que ton corps est en train de travailler puis que dans le fond, c'est fou comment le corps a une mémoire. J'ai l'impression que ça va revenir vite, que je vais retrouver mes trail legs plus vite que je pensais. Mes jambes Oui. de sentier, là. Ouais, c'est que ça c'est encourageant. J'y vais Mais avec prudence quand même. je dis toujours la même chose, là, puis en fait, je le dis, puis je l'expérimente à chaque fois. La première journée, je trouve que ça va toujours bien. Tu sais, t'es fresh, ça va super bien. La deuxième journée est rough, parce que Ça souvent, fait la mal. première journée, t'as des fois un peu trop poussé la première journée parce que tu te sens bien. Puis après ça, ben, tu sais, ça va juste, on dirait que ton corps pogne le beat, puis ça va juste de mieux en mieux au Exact. fur et à mesure que les jours avancent, là. Ouais, même chose de mon côté. La deuxième journée était la plus douloureuse, je dirais. Ben, surtout parce que Catadin, c'est pas petit, là. Ah non, C'est quand c'est une même bonne. rough sur les pattes, là. Fait que ouais, la deuxième journée au niveau du corps, c'est la plus difficile. Il y a aussi que la bouffe, au départ, tu sais, mon sac pesait Mhm. quasiment 30 livres, là, avec mon sac de bouffe initial, là, qui était quand même très lourd, là, pour 7 jours. Fait que plus les jours avancent, plus le sac perd du poids, plus les jambes s'adaptent. Fait que c'est vraiment la deuxième journée qui est comme tu dis, la pire. Ouais, ouais, c'est Mm. un tout. Tu as parlé, dans le fond, de l'eau. Tu parlais Mm. que les sources étaient abondantes, puis tout ça. Pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière émission, vous irez la réécouter après, au pire. Mais on a parlé de la filtration de l'eau. Donc, tu m'as glissé un mot au travers de la semaine. Tu me dis, ah ouais, il va falloir que je reparle de ma Mm. filtration d'eau, là. T'as apporté le Be Free, je pense. Ouais, j'avais apporté mon Be Free qui datait, je l'avais acheté dans l'État de l'Oregon, sur la PCT, fait qu'il avait quand même fait une bonne partie de la PCT, puis je l'avais testé avant de partir, puis je me disais, hey, comme il est encore bon, le débit est encore bon, fait que je suis partie avec ça confiante, tu sais, je l'avais testé avant de partir, puis il a pas aimé les sources d'eau du nord du Maine. Écoute, le débit s'est rendu ridicule, là. Je suis raquée des avant-bras tellement je dois forcer sur mon sac pour que l'eau sorte. Fait que, tu sais, j'avais mentionné que je trouvais que le Sawyer Squeeze, comparé au Catadin Be Free, c'était pas mal équivalent. Je dirais que c'est mon troisième Be Free là, que j'ai, Mhm. puis qui se bouche, même si j'en prends soin, même si je le rince, il est super le fun à rincer, mais j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. Là, c'est le troisième Be Free qui se bouche, fait que je retourne au bon vieux Sawyer Squeeze. Je m'en suis commandé un, je vais aller le chercher au bureau de poste demain. Voilà, fait que de retour au Sawyer, puis bye bye le Catadin Be Free. Ouais, parce que, tu sais, j'ai eu les deux, j'ai les deux. Puis, en fait, c'est une question qu'on s'est fait demander par la suite après avoir sorti l'émission, là. On a parlé beaucoup de backwash, backwash, backwash. Puis là, Ah comme, oui, le mot backwash. c'est Définition. c'est quoi un backwash? Puis, je vais après ça faire un astérix sur le backwash du Be Free. Puis, Mm. après ça, aussi avec le Sawyer, il y a vraiment une Ouais, grosse différence très nette ouais. là-dessus. Donc, backwash, c'est quoi? Vraiment, je vais le vulgariser, là. Euh, c- Ça le dit un peu, donc back, donc y aller un peu de l'arrière, fait que c'est de pousser l'eau à l'envers dans ton filtreur. Ouais. Fait avec puis ça, dans le fond, ça te permet de le nettoyer, tu sais, ça l'enlève un peu les cochonneries qu'il y a dedans. Avec le Sawyer, c'est très simple parce que
tout cas, ceux que j'ai achetés, ils venaient directement avec la seringue pour le faire, là, comme une seringue qui ressemble un peu à une seringue pour médicaments, si on veut. Là. Mhm. Euh, donc, tu prends une seringue d'eau, la seringue, tu as rempli d'eau, puis tu la pousses directement à l'envers dans le filtre Sawyer. Ouais. Même, j'ai une astuce pour ça. Ouais. Les bouteilles d'eau style Smart Water avec Oui. le bouchon sport, là, le Oui. bouchon sport fit parfaitement sur la sortie du filtre. Fait qu'avec une bouteille comme ça, on peut presser puis faire le backwash, c'est-à-dire faire le retour d'eau dans le filtre puis la nettoyer avec la bouteille. Fait qu'on n'est pas obligé de traîner une seringue. La seringue qui vient avec le kit, là, on n'est pas obligé de la traîner si on a les bouteilles de Smart Water. Ça va très bien aussi avec ça. Oui, effectivement. Tandis que le Be Free, lui, c'est complètement différent. Il n'y a pas. En tout cas, selon. Tu sais, j'ai fait mes recherches parce que j'en ai un aussi, puis tu sais, j'ai longtemps voulu nettoyer. Lui, c'est comme. Tu le shakes. Ouais, tu mets de l'eau dans le réservoir puis tu shakes sa vie, là. Tu lui donnes une volée, là. Puis c'est supposé nettoyer les fibres du filtre, en fait. On peut pas le Be Free, tu peux pas envoyer de l'eau à l'envers dans le système parce qu'il est pas fait en tube. Le filtre est comme libre dans une cage. Mhm. Puis, tu sais, les deux, ils ont. Je sais pas lequel qui est le plus efficace. Ben, le débit du Be Free est très attrayant quand il est neuf. Oui, Il est exact. vite, là. Il est très rapide. Le Be Free, là, un Be Free neuf, là, ça bat tous les records de débit d'eau, là. Ça filtre, là. Quand t'es Ouais, pogné dans un marécage de moustiques, là, c'est parfait. Tu peux filtrer 1 litre en quelques secondes. Mais au bout de quelques utilisations seulement, il se bouche assez rapidement. Ça, j'ai pas de solution. Non, c'est ça. Puis, tu sais, t'as beau shaker, puis tu mets de l'eau dedans, tu shakes, tu vois comme qu'il y a de la crasse qui s'en va du fil. Mais je suis d'accord, j'ai jamais réussi à le rapporter comme Comme neuf. neuf, là. Ouais, tu sais, des fois, je le vois que, mettons, au début de mes randonnées, il va un peu plus mal, puis là, après avoir pris un peu l'eau, il va de mieux en mieux, mais reste qu'il est jamais neuf. Mais reste que, tu sais, j'ai eu le même problème avec le Sawyer, que j'ai fini par le bloquer pratiquement complètement, là, tu sais, qui allait goutte par goutte. Ah oui, Donc, quand c'est trop, c'est trop. Mais le Sawyer Squeeze, c'est quand même possible de le ressusciter. On peut aussi le laisser tremper une nuit de temps dans une solution d'eau et de vinaigre, là. ouais. Puis ça, c'est assez efficace. Quand même. Euh, J'ai vu des Sawyer Squeeze se faire ressusciter comme ça. J'ai vu que ce truc-là serait possible aussi avec le Be Free. Je l'ai pas Ah, encore essayé, à mais tester. euh, en préparation pour le podcast, je me suis dit, OK, y a-t-il d'autres trucs que je connais pas? Puis j'ai vu qu'il y a du monde qui font ça aussi avec le Be Free, avec du vinaigre. Donc, pour eux, ça avait de l'air de marcher. Ça reste à Ah, mais voir. je Là, vais peut-être comme je dis. je vais peut-être essayer de sauver mon Be Free à ce moment-là. Ouais, ça se peut que ton eau goûte un peu le vinaigre après, mais ça. Bof, ça passe. On avait aussi, dans le fond, tu sais, on a passé vite au travers du sujet de l'eau, puis on a beaucoup mentionné nos techniques à nous, parce que tu sais, c'est les choses qu'on connaît le plus, mais on a oublié quelques trucs au travers de ça, puis tu sais, on les a oubliés parce que moi, sérieusement, il y en a là-dedans que j'ai juste jamais utilisé. Fait que, par exemple, on peut dire la filtration par UV. Donc, à ce niveau-là, je sais pas si toi, Kat, tu as déjà utilisé ça. J'en ai vu des gens traîner un filtre UV, si on veut, là, sur les sentiers. C'est plutôt rare parce que tu as besoin de le recharger. Donc, c'est soit un appareil à batterie, donc il faut traîner des batteries de rechange, ou un appareil rechargeable. Donc, c'est ça de plus qui va consommer de la batterie. Puis ça filtre pas mécaniquement non plus. Donc, ça va pas enlever les particules, ça fait juste tuer ce qu'il y a déjà dans ton eau. Fait que c'est quand même une méthode safe et efficace puisque ça va vraiment tout tuer. Mais ça demande aussi peut-être une préfiltration avec un linge là, pour pas boire les particules, à moins que ça nous dérange pas, là. Ouais, mais en fait, c'est ça, j'allais dire, tu sais, en fait, dans tous les cas, si t'es pas sûr que ton eau est tant potable que ça, tu sais, si t'es pas sûr de la source, tout ça, la double filtration est toujours la meilleure idée. On avait parlé un peu la dernière Tout à fait. fois. Fait que, tu sais, ça peut être un bon complément à avoir. Tu sais, moi, je parlais de l'autre jour que j'ai toujours des pastilles de chlore dans mon sac, tu sais, un petit, Ouais, une petit petite sachet de trousse de pastilles premier chlore. soin. Ouais. Mais le UV peut aller dans le même sens aussi, que tu sais, si t'es pas sûr, tu le filtres avec ton Be Free, ton Sawyer, ton MSR, peu importe lequel. Puis après ça, ben, tu lui donnes un coup de UV pour tuer vraiment tout si t'es pas sûr d'où que ça vient. Bon, c'est Fait très que, rare qu'on traîne les deux quand même, là, mais ouais, mais tu sais, des fois, il vaut mieux pas prendre de risques. Fait que, tu sais, ouais. dépendant où tu t'en vas, si tu sais que ça va juste être des sources stagnantes, tout ça, ben, ça peut ne pas être peut-être une mauvaise idée. Ouais. Sinon,
l'autre système de filtration, ben, en fait, de purification de l'eau que je peux pas croire qu'on n'en a pas parlé. On Parce n'a que pas parlé. C'est si évident. c'est si évident et c'est une technique que j'utilise, faire bouillir l'eau. En fait, je dis que j'utilise. En fait, c'est quelque chose que j'utilise pas dans les saisons chaudes parce que je suis le genre de personne qui apporte pas de chauffe-eau. Tu sais, je mange tout froid en randonnée. Mais l'hiver, c'est une des techniques les plus efficaces parce que l'eau, elle peut être dure à trouver. Tu veux pas faire geler non plus ton filtre. Donc, dans ce cas-là, faire fondre de la neige puis la faire bouillir peut être vraiment une bonne idée. Il faut juste, dans le fond, apporter l'eau à ébullition puis le faire, dans le fond, à 100 degrés, mais tu sais, pas de thermomètre là, à ébullition, puis le faire bouillir pendant 1 minute, puis ça tue comme les bactéries avec ça. Ouais. C'est la meilleure technique pour le camping d'hiver, évidemment, parce qu'il faut aussi mentionner que les petits filtres à cartouches comme le Sawyer, le Be Free, ils brisent lorsqu'ils gèlent. Donc, il faut vraiment les garder hors de portée du gel. Dès qu'il fait 0, il faut dormir avec les filtreurs dans son sleeping bag, là, s'il annonce du gel la nuit. Ça aussi, je pense qu'on l'avait peut-être pas mentionné là, au premier épisode. Mais non, on a tout oublié. On a tout oublié. Fait que précaution à prendre pour prendre soin de vos filtres. Jamais les exposer au gel. Même s'ils sont vides, même hors saison, gardez-les toujours à température ambiante. Puis s'il y a un risque de gel la nuit ou même pendant le jour, gardez-le près de votre corps, dans le manteau ou dans le sleeping bag. Ouais, ben ça, puis ça résume vraiment pourquoi que l'hiver, c'est zéro la solution que je priorise. Là, donc, je vais y aller avec faire fondre de la neige. Puis si je veux vraiment de l'eau pratiquement instantanée, parce qu'on s'entend que le chlore, c'est pas instantané, mais je vais prendre directement d'un ruisseau, puis je vais ajouter une passée de chlore à ça pour pas briser justement mon filtre. Ouais. Donc, je pense que ça se résume pas mal bien à notre Astérix qu'on voulait faire là-dessus, là, parce que... Ça ferme la parenthèse sur le sujet de l'eau. Oui, c'était des bons points importants qu'on n'avait effectivement pas à apporter. Donc, merci pour vos commentaires et questions, d'ailleurs. C'est grâce à ces échos-là qu'on peut rajouter du contenu à nos épisodes. Oui, exact. Le feedback qu'on a eu a été... En passant là-dessus, on vous remercie à 100%. Le feedback qu'on a eu sur la première émission a juste été « wow ». On est juste choyés que ça allait marcher à ce point-là, là. On a juste vraiment hâte de vous présenter tous les autres sujets qui s'en viennent. Il y en a tellement. Ah ouais, les sujets, on est en discussion avec des personnes mystères pour... En tout cas, on a plein d'affaires. Oui. Donc, tu as parlé un peu sur l'Appalachian Trail, là, que tu n'as pas vraiment eu de pluie, mais que tu étais toujours trempe, puis là, que les boys étaient désagréables le matin, puis tout ça. Fait qu'on va y aller avec ce sujet-là qui nous a été proposé, puis un sujet qui était sûr qu'on allait passer au travers. C'est notre sujet du jour officiel, en fait. Ouais. Sujet de l'épisode 2. Les vêtements. Donc, les vêtements, c'est sûr que ça va changer beaucoup avec le style de terrain que tu vas aller. Tu vas t'adapter et la saison, etc. Mais on va essayer de résumer ça selon nous, dans le fond. Donc, puis mettons, si on y va 3 saisons, on ne peut pas s'étirer non plus sur l'hiver. En tout cas, on va rester général. Oui, ça, exactement. Puis, comme je dis, je tiens à mentionner que ce qu'on va dire là, c'est notre kit personnel. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses là-dedans que peut-être que vous retrouvez plus dans Catherine, que vous retrouvez plus dans moi, peut-être un mix des deux, puis peut-être qu'il y a juste quelque chose là-dedans qui va se faire « Ah non, moi ça c'est hors de question, ça me prend tel item. » Puis là-dessus, c'est correct, on est tous différents. C'est pas parce que mon kit fonctionne pour moi qu'il fonctionne pour toi. Fait que c'est juste, je veux vraiment faire l'astérix pour pas que tout le monde me revienne après. « Ah, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. » C'est ça. Puis si jamais vous avez, vous, d'autres vêtements, d'autres musts, d'autres essentiels que vous utilisez, ben on est quand même très curieux de le savoir. Fait que partagez-nous-le, soit sur le compte Instagram ou la page Facebook ou en commentaire. N'hésitez pas à nous partager vos meilleurs trucs parce qu'on va peut-être rajouter une parenthèse à l'épisode 3 pour conclure. Oui, exactement. Tout comme on vient de faire sur l'eau, là, c'est un écho, on l'appelait écho de montagne pour ça, c'est une discussion, on reçoit vos échos, on dit nos échos, c'est un book comme ça. Donc, un partage de connaissances. Exactement. Donc, on va partir, on va y aller couche par couche. Yes. Donc, si on part du début, la couche que tu as, une fois que tu as enfilé, la dernière couche que tu as va être ton rain gear, ton coupe-vent, puis tout ça. Donc, la coquille de pluie, finalement. Coquille rigide. Exactement. Fait qu'on va y aller comme
on va faire une discussion entre moi et Catherine de moi, ce que j'utilise, ce qu'elle utilise, puis on va y aller. En passant, on va y aller de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. C'est un peu ça. On va couvrir un petit peu le multicouche en 6 volets, en commençant par la coquille dure. Fait que tu peux y aller de ta coquille dure, Alex. Qu'est-ce que tu portes, toi, comme coquille externe? Ben, tu sais, en fait, ça va toujours dépendre de où est-ce que je vais. Tu sais, si je vais faire une randonnée d'une journée au Québec, puis je sais qu'il annoncera rien, mais tu sais, ça se peut que j'apporte juste. J'ai un petit coupe-vent qui est zéro hydrofuge, mais tu sais, qui va juste être parfait pour le vent. Fait que ça se peut que j'apporte celui-là qui se range comme minuscule, là, comme plus petit que mon sel. Mais si je m'en vais, exemple, en Écosse, en Islande, peu importe où, que je sais que si je pogne de la pluie, ben c'est pour toffer une journée complète sans arrêt. Mais là, c'est sûr que je vais apporter un manteau qui va avoir une résistance à l'eau un peu plus importante que si, dans le fond, je prévois pas de pluie. Donc, tu sais, je peux mentionner un modèle, mais personnellement, mon modèle, c'est le Baffin. Non, je parlais de Baffin tantôt, c'est une drôle de bouc. Mais donc, c'est le modèle Baffin de chlorophylle, qui est un modèle quand même léger, compact, mais qui a quand même une très bonne résistance à l'eau. Là. Donc, je pense qu'on parle de comme 22 000 mm, je pense, qui cote ça. Là. Donc, ça, c'est ma dernière couche. Ensuite de ça, côté comme pour le bas, je dois avouer que souvent, c'est rare, je mets un pantalon de pluie. J'y vais directement, comme je garde mes pantalons, puis ils vont finir par sécher un moment donné. Là. Donc, toi, Catherine, tu te prépares comment par rapport à ça? Parce que là, c'est sûr que tu y as pensé en allant faire la Appalachian Trail. Là, tu t'es dit, je vais pogner de la pluie. C'est clair, parce que c'est pas un sentier qui a pas... C'est ça, c'est sûr. C'est le sentier par excellence pour pogner de la pluie. Fait que j'avais aussi le choix là, d'avoir juste un petit coupe-vent impair respirant, là, super léger, qui tient dans une main. Mais dans les conditions comme l'Appalachian Trail, du jour après jour après jour, où on peut avoir 7 jours de pluie, c'est important. En fait, j'ai choisi là d'avoir vraiment un imperméable en plastique qui ne respire pas parce que c'est mon abri. Je vais être mouillée de l'intérieur de toute façon. Fait que ça me prend vraiment une protection contre le vent un peu plus intense là, qu'une petite veste impair respirante. Par contre, en plein été, quand je vais être rendue plus au sud, je vais peut-être faire le switch à un petit imperméable de course, là, vraiment plus impair respirant. Mais pour tous les États du Nord, là, le Maine, le New Hampshire, le Vermont, où ce que je vais pogner des sommets plus dégagés, des zones alpines, où ce qui peut avoir des vents violents, de la pluie, du froid, de la pluie horizontale, je peux avoir tous les temps. Il y a peut-être même qu'il va neiger au sommet de Washington. Fait qu'il faut que je pense à tout ça. Fait que j'ai choisi vraiment un imperméable non respirant, là, vraiment une coquille qui va vraiment venir m'isoler. Puis je l'ai pris un peu plus grande, fait que je peux me couvrir les mains, un peu plus ample, comme ça, tu sais, je peux, à la limite, si j'ai à m'arrêter d'urgence, je peux mettre mon... on va reparler de l'isolant plus tard, mais il est assez ample pour que je puisse mettre des isolants en dessous pour m'ajouter d'isolation quand je suis fixe. Pour les pantalons, je traîne présentement un petit pantalon de pluie super léger qui se tient aussi dans le creux d'une main. Je m'en suis pas encore servi, mais même chose, ça va davantage être une protection contre le froid et le vent que vraiment la pluie. Parce que la pluie, là, elle va mouiller tes jambes, là, c'est pas grave. En short ou en pantalon, ça va finir par sécher. Puis de toute façon, les pieds, on reviendra au sujet des bas, mais ils vont être mouillés de toute façon. Fait que les pantalons de pluie vont davantage être plus un pantalon coupe-vent quand je vais être vraiment plus exposé là, en zone alpine si jamais il y a des intempéries. Fait que c'est un peu ça de mon côté. Puis j'ai même trouvé, oui, fait intéressant pendant qu'on est dans la protection contre la pluie, j'ai trouvé un parapluie ultra léger à un des abris sur la trail dans les derniers jours. Je le traîne avec moi. J'ai hâte de le tester. J'ai pas eu encore l'occasion parce qu'il y a pas plu, mais je suis bien curieuse d'essayer le parapluie sur le sentier. C'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Il y a des gens qui randonnent avec un parapluie. Fait que je vais avoir l'occasion de le tester puisque j'en ai trouvé un puis j'ai pas encore trouvé son propriétaire. Fait que je me suis dit que j'allais le traîner jusqu'à temps de trouver son propriétaire. Puis si ça arrive pas, ben étant donné que je l'ai sorti de là, ben je le mérite. Il va être à moi. Il est super léger. Ben ça reste une solution qu'on voit beaucoup pour la pluie, mais qu'on voit aussi beaucoup pour la chaleur. Donc, c'est un thème intéressant là-dessus. Puis, en fait, ça me fait penser à l'imperméable. C'est le fun, comment ça peut être versatile aussi. Tu sais, des fois, il fait juste un peu froid et tout ça, mais que, mettons, il y a des moustiques. Mais là, tu sais, l'imperméable peut juste être comme une armure anti-moustique. Clairement.
Je pense que tu l'as sûrement vécu. vécu ouais, sur le Pacific Crest Trail. Là, il y a une section, je pense, qui est assez sévère là-dessus. Là. Ouais, en Oregon, j'ai eu recours à mon coupe-vent comme armure contre les moustiques. Ils piquent pas au travers. Donc, ça m'a quand même sauvé d'un don de sang ou deux, là. Donc, tu parlais que, puis c'est vraiment intéressant, puis ça va comme switcher un peu à notre prochain sujet. Deuxième couche. Ouais, Couche numéro exact. 2. Mais en fait, tu disais que l'importance d'avoir peut-être pas l'imperméable la plus serrée, tu sais, on n'est pas sur la trail pour être en parade de mode, là, donc c'est important Eh de boy, non. penser à juste des utilités comme ça. Donc, tu ne veux pas méga serré que dès que tu as un peu froid puis que tu ajoutes un puffer en dessous, une veste, peu importe, ben que là, tu es zéro confortable. Tu sais. Il faut penser à que c'est ta dernière couche à avoir sur le dessus. Donc, ce qui enchaîne vers l'isolant. Personnellement, ben, ça va vraiment dépendre encore de la saison. Là, encore une fois, tu t'adaptes à où est-ce que tu es. Fait qu'il y a le classique avoir un puffer, fait que, un manteau soit en duvet ou en synthétique. Personnellement, je suis Ouais, team synthétique là-dessus. ouais, le fameux puffy jacket. Ouais, exactement. Fait que ça se La compacte, c'est doudoune. léger. La doudoune en bon. Je sais pas si c'est en bon québécois ou si c'est en français tout Ouais, court, là, oui, mais la doudoune. Ouais, oui. la, la- On se la comprend. doudoune. Donc, c'est vraiment un classique à avoir. Là, après ça, il y en a de tout, de plus qu'une épaisseur, dépendant de la température, mais presque toutes les marques ont une doudoune par excellence. Sinon, j'aime bien avoir juste une veste. Donc, si je sais qu'il fera pas trop froid, la veste va souvent être parfaite. C'est moins, ça prend moins de place que mon puffer. C'est un peu plus léger. Puis quand je suis en mouvement, ça risque d'être parfait. Puis je suis le genre de, Ouais. tu sais, je suis le genre de personne qui arrête peu en fait quand que je marche. Fait que pour moi, ça fonctionne. Comme ça va garder ma chaleur. Puis quand je vais être pour arrêter, ben, c'est parce que je vais être pour aller dormir. Donc je me mets dans mon sleeping bag puis je suis correct. Mais c'est un bon point, ça, parce que souvent, les gens font l'erreur de marcher dans leur doudoune. Une doudoune, ça n'est pas respirant. Fait que tout ce qu'on va suer va se faire absorber par le duvet, puis ça va complètement annuler, en fait, l'effet isolant. La doudoune est vraiment conçue pour lorsqu'on s'arrête Mhm. ou on n'est pas à l'effort. C'est vraiment quasiment un isolant d'urgence, en fait, ou pour prendre des pauses. Ouais, exactement. Ben, en fait, c'est l'important. C'est une des choses que je dis tout le temps, soit quand je randonne avec quelqu'un ou à quelqu'un qui me pose des questions par rapport aux multicouches. Quand tu t'arrêtes, mettons que tu sois en hiver et tu t'arrêtes pour regarder la vue au sommet, je sais que tu as chaud, tu viens de monter, tu viens de travailler, là tu as chaud, mais mets toutes les couches que tu as dans ton sac sur toi. Mets ton Mhm. manteau, mets ton coupe-vent par-dessus parce que c'est pas long que la température que tu vas perdre ta chaleur puis que ta température va descendre. Puis là, ben, après ça, se réchauffer va juste être un Très effort vraiment difficile. supplémentaire puis euh, tu vas juste dépenser encore plus de calories inutilement. Donc, Mhm. c'est vraiment l'importance du puffer. Mais tu as fait un astérix sur le, le duvet. C'est vraiment important de mentionner qu'une fois mouillé, le duvet perd toute son efficacité. Puis c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi j'aime bien le synthétique, c'est que malgré que c'est humide, c'est parce que des fois, on va en pogner de la pluie, il va en avoir des journées vraiment froides que j'ai marché avec mon puffer en dessous de mon imperméable parce qu'il faisait vraiment trop froid, puis il mouillait, puis le vent il était de toutes les bords. Donc, il a pris un peu l'humidité, mais il gardait tout de même ma chaleur parce que le synthétique perd pas sa capacité Ouais. isolante avec l'humidité. Ouais, puis Euh, maintenant, ils en font des très bonnes, des vestes avec un isolant synthétique, là, mhm, ultra légère. Il y a des petites compagnies aux États-Unis qui ont commencé à en fabriquer, puis sont quand même très efficaces, là. Moi, la mienne, c'est un duvet, ben, si on y va dans les marques, là, la mienne, c'est un duvet Arc'teryx, qui est quand même très efficace, mais mhm. un jour, quand elle va mourir, elle est très, très durable, là, ça fait quand même 6 ans que je l'ai, puis elle est encore comme neuve, là. Mais quand elle va être en fin de vie, je pense sérieusement faire le switch à justement une veste isolante en synthétique. Comme la Enlight Equipment. Enlightenment Equipment. Ouais. Enlight, oui. Il manque une syllabe. Ouais, c'est Ouais. ça. Que c'est une vraiment populaire sur le marché ultra light, Ouais. puis avec raison, là, pour Mhm. tant le poids que sa capacité isolante. Là. Ouais. Puis il y a un Donc, autre petit astérisque qui est intéressant avec les manteaux isolants comme ça. Je m'en sers pas tant présentement. Là. Je la traîne, là, ma doudoune, là, mais je m'en suis pas servi sur moi encore. Par contre, elle mhm. a un double usage. Ça me sert aussi d'oreiller le soir.
Donc, je continue de la traîner parce qu'à chaque soir, je m'en sers comme d'un oreiller. Donc, c'est pas un morceau perdu dans le fond de mon sac, là. Elle me sert à tous les jours. Je la mets dans mon sac de compression de sleeping bag, qui est sorti de son sac quand je dors, idéalement. Puis ça me fait un petit oreiller en duvet pour la nuit. Fait que c'est un double usage intéressant. En fait, ça va être un sujet intéressant, ça, d'une prochaine émission, de juste parler vraiment de notre système de dodo, puis pourquoi qu'on utilise ça, mais on met ça à plus tard. On va revenir là-dessus un de ces jours. Prochain sujet. Ouais, exact. Donc, tu parlais de veste aussi, juste pour... Ouais. On était sur les isolants, là. La doudoune, mais tu parlais d'une veste aussi. Il y a maintenant sur le marché aussi des polars, en fait, des fleece en anglais, là. Quand même ultra légères, qui sont super confortables pour un isolant en mouvement. Fait que toi, tu as une veste. C'est quoi ta veste préférée pour le mouvement, veste isolante en mouvement? C'est la Bonaventure de Chlorophylle aussi. Donc, elle est vraiment mince, puis en fait, elle a même des places qui est zéro isolée. Donc, tu sais, elle est isolée à des places stratégiques, donc qui me permet de... Où est-ce que tu perds plus de chaleur, elle va la garder, mais où est-ce que tu veux que ça respire, elle va respirer. Donc, je trouve que c'est pour ça que je l'aime, c'est vraiment le juste milieu entre les deux. Puis l'autre chose que beaucoup de vestes, en fait, maintenant ont, les pouces. J'aime avoir les... Tu sais, qui fait pas trop chaud, mais pas trop... qui fait juste un peu assez froid pour que tu as les mains froides, mais là, tu fais juste mettre les pouces, puis j'aime ça avoir... C'est comme des demi-gants, là. Donc, c'est une petite affaire que j'aime bien à ce niveau-là, là. Toi, je pense que tu utilises en topo, c'est ça? Oui, ben oui. Moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur, là, sur la PCT. J'avais une veste en Polartec Alpha de la compagnie En Topo. Fait que c'est vraiment coupé sur mesure, fait à Montréal. Puis c'est un matériau qui est tellement respirant. C'est pas un polar comme on peut l'imaginer, là, qui est tissé bien serré puis qui est comme un peu opaque, là. C'est vraiment un genre de moustiquaire avec du poil pris dedans, si on le vulgarise comme ça, là. Puis c'est génial parce que ça te fait vraiment un espace d'air entre toi et l'environnement. C'est pas idéal s'il vente. C'est pas, évidemment, avec un coupe-vent par-dessus, ça, c'est presque magique, là, l'isolation que ça fait. Mais on peut marcher avec quand il fait un peu frais, là. Fait que les matins frais, moi, c'était mon équipement préféré, là, parce que tu peux marcher, ça respire, ça garde pas la sueur en dedans, puis ça isole. C'est vraiment magique, là. On dirait pas, parce que comme ça, quand on le regarde, ça a vraiment l'air on le voit au travers, presque. Mais c'est magique, là, comment ça isole. Puis pour l'Appalachian Trail, j'ai aussi une veste en Polartec encore plus légère. C'est comme la veste que j'avais sur la PCT, mais c'est stéroïde, là. Elle a pas de zipper, elle a rien. C'est la plus minimaliste possible. Ils ont sorti ce produit-là. En Topo l'ont sorti il y a pas si longtemps. Ça s'appelle la veste Navy. Puis c'est encore plus léger que la veste à zipper précédente, là, le modèle d'avant. Il y a rien, il y a pas de poche, c'est super minimaliste, c'est juste une veste à capuche que t'enfiles. Puis c'est aussi mon chandail de pyjama. On reparlera des pyjamas plus tard, là. Mais cette veste-là, là, pour quand on est en mouvement, c'est vraiment magique, là. Ben ça, puis en fait, tu sais, je trouve vraiment ça intéressant qu'on a des systèmes différents. En fait, ça aurait été plate si on aurait dit les deux la même chose. Donc là, on aime les mêmes choses. On couvre vraiment plus qu'une sphère. Puis c'est ce qui est bien du multicouche. En fait, c'est là, on va dire des systèmes de base à avoir dans son multicouche, mais c'est de trouver la parfaite item qui fait que quand tu marches, t'as jamais trop chaud, jamais trop froid. C'est le perfect spot. Parce que le but du multicouche, tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments que tu vas suer ta vie parce que, ben, il fait genre 30 degrés dehors puis c'est humide, tout ça, mais l'important au travers du multicouche, c'est surtout quand il fait frais, qu'il fait froid, en fait, surtout, c'est... Ben, gérer le vent, les intempéries, la pluie, ouais. Ça, et de gérer sa température pour ne jamais suer, pour ou le moins que possible. quand tu t'arrêtes... ou le moins possible, pour justement pas que quand tu t'arrêtes, ben que là, tu aies le dos, exemple, mouillé, puis là, ben que tu commences à avoir froid parce que tu as le dos mouillé. Donc, c'est de trouver sa parfaite, son parfait vêtement pour ça. Fait que moi, je parlais que c'est celui-là que je sais. Je sais qu'il y a des places que j'ai moins froid que d'autres, donc je sais que cette veste-là, moi, fonctionne parce qu'elle n'est pas isolée à certains endroits, puis ça marche pour moi. Toi, tu as trouvé comme ton épaisseur parfaite aussi. Fait que ouais, c'est très, très personnel, hein. Tout le monde n'est pas frileux égal, là. Fait que c'est vraiment d'expérimenter, d'aller essayer des morceaux, puis de trouver là, sa recette parfaite.
Ouais, puis ça, puis tu sais, le usager est incroyable là-dessus, là. C'est le fun à acheter des choses neuves, je sais, là, mais le plein air, c'est tellement du essai-erreur que, tu sais, emprunter peut-être une veste à un ami, emprunter un manteau, acheter-le peut-être comme à genre 70% parce que la personne le vend usagé, puis elle l'a porté une fois, puis elle l'aime pas. Puis c'est en essayant de même que vous allez trouver votre perfect fit, là, parce que le plein air peut devenir vraiment cher si tu achètes tout neuf, puis que tu te rends compte que tu achètes une paire de souliers, puis ben non, les souliers, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que c'est pas la chose que tu vas emprunter le plus à tes amis, mais que tu achètes un manteau, puis que tu le trouves zéro confortable. Donc, essayez peut-être avant d'acheter l'item neuf Puis qui vaut l'industrie du peut-être. vêtement, Ouais, c'est pas la plus. ouais. Puis non. Ouais, L'industrie du vêtement, il faut savoir, c'est un des plus grands polluants aussi au monde. Hein. Fait que, ouais, oui, vive exact. l'usager, le re-gear, puis emprunter, puis essayer sans acheter neuf. Puis si on achète neuf, c'est vraiment parce qu'on en a besoin. Ouais, exactement. Fait que voilà, Donc, je pense on a tout ouais, couvert pour la deuxième couche qui était l'isolant. Fait qu'on pourrait peut-être passer à la troisième item qui sont dans le fond les couches de base, les ouais. vêtements de base. Ce qu'on Fait porte que toi, Alex, all the time. c'est quoi ton kit au quotidien? Moi, je suis un fervent, le Sun Hoodie, là, c'est mon item par excellence. Que ça soit été, hiver, qu'il fasse 30 degrés, qu'il fasse moins 30, le Sun Hoodie, c'est mon item par excellence. Fait que, tu sais, je vais l'expliquer pourquoi. Premièrement, tu sais, c'est un Sun Hoodie en synthétique, donc on sait les valeurs du synthétique. Tu sais, ça respire bien, ça sèche Ça super sèche vite. vite. Euh, T'as jamais trop chaud, jamais trop froid dedans. Donc là-dessus, ça, c'est ma couche de base. Puis, mais après ça, tu sais, tu dis, hey, Sunody, mais là, tu sais, t'es à manche longue, tout ça. T'as pas chaud quand il fait trop chaud? Non, c'est justement le but, c'est de juste te couvrir quand tu sais, le soleil est trop fort, mais c'est de protéger ta peau, c'est de protéger. Puis, tu sais, s'il fait genre 30 degrés, ben, que tu aies le bras à l'air ou le bras en dedans, ben, il fait chaud tout court. Fait que, Ouais. Puis, puis juste pour ceux qui sont pas familiers avec le terme, là, sun hoodie, en fait, c'est une veste à capuche à protection solaire. ouais. Donc, ces tissus-là ont souvent aussi une protection UV, je pense. Oui, exact. La plupart vont avoir une protection, effectivement. Puis c'est vraiment mince, là. C'est un chandail de sport, en gros, à manches longues, avec un capuchon. Yeah, Ça, exactement. ça résume vraiment bien de cette Ouais. manière-là. Puis sinon, ben, je suis aussi un fan de pantalons. Je randonne presque jamais en shirt euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, je déteste m'arrêter dans la vie. Donc, ben, pas dans la vie, mais quand que je marche, je déteste arrêter pour ah, là, il commence à faire froid, je vais remettre des pantalons. Ah, ok, là, il fait chaud, je vais les enlever. Fait que je suis du genre à juste, je vais endurer mes pantalons. Puis, ben, tu sais, maintenant, avec les, euh, les tissus qui existent, tu sais, ça respire super bien. Donc, j'ai pas de temps plus chaud en pantalon. Puis ça protège, en plus de ça, comme je dis, tu sais, ça peut protéger du vent. Parce que des fois, tu sais, tu commences ta randonnée, puis là, t'es dans la forêt, puis t'es comme, ah, là, il fait chaud, il fait chaud. Puis là, tu montes ton sommet, puis t'arrives en haut, puis là, il y a un vent de fou, puis t'es comme, ouais, mes shirts, j'aurais apporté des pantalons en fin de compte. Fait que ça protège du vent de cette manière-là. Puis, ben, dans des places comme qu'on a, tu vas en croiser sur l'Appalachian Trail, on en a beaucoup au Québec, les tiques, les trucs comme ça, ben, ça protège nos jambes de toutes ces petites bébêtes-là aussi. Les végétaux aussi, l'herbe à puce, la berge du Mhm. Caucase, donc ça va protéger aussi des plantes Ouais, qui peuvent exact. frotter sur nos jambes. Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je suis un fan d'être couvert la tête aux pieds. Donc, j'ai des manches OK. longues, j'ai des pantalons, puis c'est comme ça. Fait que toi, t'es team pantalon. Ouais, je suis team pantalon. Mais, tu sais, OK. je vais randonner des fois en shirt, mais comme il faut vraiment que ce soit une place que je sais que ça va être correct, puis ça va souvent être une randonnée d'une journée, mettons, tu sais, si je pense euh, une place qui fait chaud, tu sais, tu t'en vas genre en Italie, sa côte amalfique, puis tu sais qu'il va faire chaud toute la journée, puis t'es correct, c'est correct, mets tes shirts, mais sinon, à part de ça, je suis vraiment, je pars avec le moins de choses possible dans mon sac à dos, fait que j'aime mieux avoir juste une paire de pantalons que j'ai toujours sur moi, au lieu que d'avoir deux kits, un sur moi puis un dans mon sac à dos. Excellent. Puis toi?
Ah ben moi, de mon côté, écoute, on est pareil là-dessus. Je suis Team Sun Hoodie aussi. Là, je suis en train justement de tester un nouveau prototype de Antopo. Leur nouveau Sun Hoodie Sombrero. Donc, ils ont changé le tissu. Je suis en train de le tester. Fait que je vais pas vous en dire plus, là. Mais oui, en fin de compte, manche longue comme ça protège du soleil, ça garde au frais quand il fait chaud. Ça donne un petit isolant aussi quand il fait un peu plus frais. Puis le capuchon, ben je m'en suis servi beaucoup sur la PCT pour me protéger du soleil parce que le capuchon avec la casquette donne quand même une bonne protection 180 degrés là, pour le visage. Ouais, puis le cou, puis le cou, ben oui, c'est ça, on brûle pas du cou. Puis sur l'Appalachian Trail, je me suis servi du capuchon contre les moustiques. Oui, c'est une autre bonne utilité. Puis même contre un peu le vent, là, quand arrivé sur les sommets, c'est quand même le fun de pouvoir s'emmitoufler dans le capuchon quand il vente au sommet. Puis le capuchon, il tient super bien, il est super bien coupé. Excuse-moi, mais je suis vendu en topo. C'est correct. Je vais les plugger, mais je les aime beaucoup, leurs produits. C'est vraiment, ils sont vraiment super. Fait que ouais, je suis moi aussi manche longue pour le haut. Pour le bas, moi, je suis team shorts. J'ai toujours randonné en shorts. Okay. Toujours. Mais là, sur l'Appalachian Trail, pour l'éthique, pour les mêmes raisons que tu as mentionnées, j'essaye des pantalons. Donc, c'est la première fois de ma vie là, que je suis en pantalon à 100%. Puis, je dois dire que j'haïs pas ça parce que, justement, j'ai les jambes moins crasseuses. Donc, ça me sauve beaucoup de lingettes de nettoyage le soir quand j'arrive dans ma tente. J'ai les jambes moins boiteuses. Toute la boîte va sur les pantalons. Ils sèchent. C'est fou comment ça sèche vite. Je suis vraiment étonnée, là, les pantalons techniques maintenant, à quel point ça garde pas l'eau et à quel point c'est mince et à quel point on les sent pas. Fait que je suis peut-être sur le bord de virer team pantalon, moi aussi, on verra. Là. C'est plus les pantalons qu'on pense quand tu penses à des pantalons de plein air que tu voyais avant, que chaque pas il faisait oh mon Dieu, des gros pantalons de toile avec les poches sur les côtés, genre. Ah ouais, non c'est plus ça là. Là il y en a qui sont rendus avec des super beaux looks, la plupart ont pu ils sont rendus dans un tissu qui font plus le frottement à chaque fois qui est comme insupportable à entendre. Puis ils sont élastiques, c'est vraiment confortable, là, les nouveaux modèles là, qu'ils font maintenant. Là. Oui. Puis comme tu dis, ben, ça sèche quand même super vite. Là. Donc, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur ta couche de base. Non, je pense qu'on pourrait passer au prochain point, le 4e, qui sont les... Sous-vêtements. Ça, c'est un sujet controversé. Je veux dire ce que je fais. J'ai fait peut-être... faites ce que vous voulez. Moi, je veux dire, c'est quoi comment je fonctionne. J'apporte juste une paire de boxeurs pour tout mon trip. Donc, juste une? Ouais. Puis, c'est ça. Donc, fait que si je marche 10 jours... T'es vire de bord ou? Non, parce que... non. Mais j'ai une, puis c'est ça. C'est tout. OK. C'est quoi le plus long que t'as fait entre 2 lavages, mettons? 10 jours. OK. OK. Quand même. Ouais. C'est impressionnant. 10 jours, 356 km. Ah, intéressant. Pas de frottement, rien. T'as-tu une marque privilégiée? Parce que je sais que du côté des hommes, je vois beaucoup de problèmes Ben, je les vois pas, là, les problèmes de frottement, mais j'en entends parler. Puis apparemment, c'est quand même délicat, là. Il y a certaines marques que les gens privilégient. Je sais pas, toi, ce que tu portes, là. Mais, OK, tu sais... Là, ça fait 2 émissions que vous écoutez. Là, vous me connaissez peut-être pas personnellement encore. Je parle pas tant que ça dans mes films. Fait qu'on va s'apprendre à se connaître un peu plus personnellement. J'en ai essayé une coupe, puis je vais dire ce qui marche pour moi. Premièrement, ça prend un qui a comme un étui à pénis, si on veut. Fait que... Une poche à poche. Ouais, fait que c'est comme ça, t'as pas le pénis qui promène d'un bord puis qui va entre la cuisse puis le boxeur qui devient zéro confortable. Fait que là, au moins, tu sais qu'il reste à la bonne place puis ça bouge plus. Fait que ça, c'est la première chose. Après ça, je l'ai essayé avec, tu sais, comme des trous d'aération comme tout au travers de la boxeur qui fait que ça respire mieux. OK, je suis d'accord, ça respire bien, mais veux pas, tu pars, tu sais, mettons que tu pars 5 jours, 10 jours, peu importe combien de temps ça traîne, t'es ça traîne, là, t'es pas là comme je
en plus que je pars tout seul, là, je suis zéro là pour être chic, là. Fait que, même si, mettons, je serais rasé comme à frais, quand je commence, ben, veux pas, il va y avoir une repousse un moment donné, puis ben, la repousse avec les petits trous, personnellement, j'ai trouvé que je trouve que ça l'irrite, là, comme le poil, il pogne dans les petits trous d'aération de la boxeur, puis je trouve que ça finit par irriter. Puis ensuite de ça, ben, là, il y a un moment donné que je l'ai vécu en Écosse, là, ça n'a plus rapport avec la boxeur, c'est juste une fois que c'est humide, fait que, tu sais, avec l'eau, mettons, de l'Écosse, qu'on a pogné plusieurs jours dans la pluie sans arrêt, c'est que là, une fois que tu commences à être juste trempé au complet, mais on sait tout ce que ça fait être trempé, c'est que ça crée une friction, ça glisse moins en fait. Donc là, ben malheureusement, la chose que j'ai trouvé comme solution, c'est de mettre de la vaseline entre les cuisses. Là. Je sais qu'il y a d'autres produits, là, mais des fois, c'est un peu dur à trouver ça trail. Fait qu'en Écosse, c'est ce que j'ai trouvé, c'est de la vaseline, puis ça a fonctionné à ce moment-là. Là. Puis si je peux dire, placer la marque de boxeur, c'est Beneath, mais avec un 3 dedans. Il y a comme un 3, je pense, à la place du premier. À la place du deuxième E. Premier E. Je pense le premier, mais je suis pas sûr. En tout cas, écrivez-le de tous les sens avec un 3 quelque part, là, ils vont en passer un moment donné. Fait que c'est ça. Fait qu'on se connaît maintenant plus personnellement. Ben oui, je vais parler des miens maintenant. Là, je suis moins gênée. Moi, j'ai 2 bobettes. Je traîne quand même 2 bobettes. Donc, je fais une rotation. Là. Il y en a toujours une qui est en train de sécher sur mon sac pendant que je porte la fraîche. Puis ma marque à moi que j'ai trouvée, en sentier, c'est génial. Là, j'ai aucune friction, ça sèche vite. Je m'en sers aussi comme costume de bain, ils sont super opaques, super confortables. C'est la marque Ex Officio. Et j'ai découvert ça se trouve-tu au Québec? Faisait maintenant. Ça se commande. L'accordé en vente. OK, parfait. Ouais. Ça se trouve, là, Ex Officio, là, ça se trouve maintenant en magasin au Québec. Et là, j'ai découvert récemment, parce que j'ai eu un gros débat avant de partir, j'ai jamais trouvé la brassière idéale. Bon, là, on va parler de boules, là. J'ai pas tant besoin de support. Il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a de toutes sortes. Personnellement, j'ai pas besoin de tant de support. Puis toutes les brassières de sport sont comme conçues comme des armures. Il y a comme 4 épaisseurs sur la poitrine. C'est pas si élastique que ça. Ça te creuse dans la peau. C'est vraiment pas confortable. Et là, j'ai appris que Ex Officio faisait des brassières. Donc, c'est plus une bralette, si on veut, plus qu'un top de sport, puis c'est une seule épaisseur. Fait que ça, c'est la magie, là. Écoute, ça sèche super vite, t'as l'impression de porter rien, ça te soutient quand même ce qu'il faut que ça soutienne. Puis je m'en sers aussi comme justement, comme costume de bain, là. Fait que ça, vraiment, là, je tombe en amour. C'est ce que ça, j'en ai juste une, pardon. Une brassière et 2 bobettes. Ouais, Ex Officio. En fait, je pense que c'est là la grosse différence, mettons, entre mettons, toi et moi, ou peu importe, hommes et femmes, tout court, peu importe, c'est que je crois que il y a plus de chances d'infection pour vous. Fait que c'est pour ça que moi, je me permets d'apporter juste une paire de boxeurs, puis c'est correct, genre, ils finissent par... ils sèchent vite, puis ça fait l'affaire, mais pour vous, je pense que ça peut être... ça peut être problématique. Fait que c'est quand même important d'avoir au moins une couche de tissu assez fraîche à chaque jour. Je les rince... pas directement dans les ruisseaux où on prend notre eau, évidemment. Leave no trace, les amis. Souvent, c'est que je vais me promener plus en aval, en amont. En aval, c'est ça. Je vais me promener plus en aval des cours d'eau pour aller les rincer un peu plus loin. Il n'y a pas grand-chose à rincer, on s'entend. Là. Je mets pas de savon non plus, je fais juste rincer à l'eau. Puis ça suffit quand même pour avoir une bonne hygiène. Puis moi-même, on pourra faire un sujet là-dessus sur l'hygiène. Puis je me lave aussi quotidiennement. Pour justement éviter les infections. Le tissu est bien important aussi, le choix du tissu. Les sous-vêtements Ex Officio sont justement antibactériens. Donc ça, c'est important parce que si on va avec des sous-vêtements, exemple 100% mérino ou des trucs qui ont l'air cool, ben ça peut devenir vite dégueulasse. Oui, exactement. Puis pareil pour la marque que j'utilise aussi, c'est antibactérien. Là, donc c'est pas infaillible. Là, ils disent c'est anti-odeur aussi, puis blabla. Après 10 jours, là, à marcher avec, c'est pas infaillible, OK? Je le dis. C'est pas des boxers fresh, mais... Non. Puis il y a un drôle de phénomène aussi que justement, j'en parlais tout à l'heure avec les randonneurs que j'ai rencontrés. Je suis arrivée au hostel, puis on a eu tout de suite une discussion sur les odeurs.
on sent notre propre odeur souvent. Quand on est sur la traîne, on a des fois une petite draft là, de notre propre odeur corporelle, mais on sent pas les autres. Non, Ça, c'est un phénomène étrange. ouais, on est comme dans notre cocon de notre bulle d'odeur, là. Exact. Fait que faites-vous-en pas, là. La personne qui vous suit sur le sentier, elle vous sentira pas. Fait que vous pouvez y aller avec votre simple bobette. Exact. Puis là, tu sais, je rementionne encore, ça, c'est notre kit. Si tu te sens zéro à l'aise à comme être comme moi puis avoir la même paire tous les jours ou comme 4, juste en avoir 2, si t'en faut une par jour parce que tu passes 7 jours puis t'en veux une par jour, en pas en une par jour, là, tu sais, c'est... Avec les noms de la semaine brodés dessus. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est un choix personnel puis après ça, chacun trouve son fit. Ouais, Euh, tout à fait. Parfait. Donc, la suite, on passe au bas, qui est un autre sujet qui revient souvent parce que les fameuses ampoules, c'est un sujet qui fait fureur tout le temps, là. Donc, de mon bord, j'utilise 2 paires de bas. Donc, encore une fois, j'utilise un matériau qui est en synthétique pour toutes les raisons qu'on a énumérées. Puis principalement le fait que ça sèche vite parce que je suis le genre de personne qui traverse les rivières sans enlever ses souliers et sans enlever ses bas. Donc, je continue de marcher, puis je garde mes souliers et mes bas, puis ils vont finir par sécher en continuant de marcher. Donc, pour cette raison-là, synthétique là-dessus. Puis j'utilise, comme je dis, 2 paires de bas. Donc, une paire normale de randonnée, là, qui est un peu renforcée à quelques places. Renforcée à quelques places. Puis un bas super mince en dessous qu'on appelle un liner. Donc, c'est un bas vraiment, vraiment mince qui est juste là pour empêcher la friction directe. Donc, c'est ça qui va surtout aider à prévenir les ampoules. Ben écoute, j'ai la même recette que toi, à une différence près. Ma couche de base, là, mon liner, c'est aussi en synthétique. Puis ma couche principale, par contre, c'est des bas Darn Tough en mérino, la marque Darn Tough, parce qu'ils sont garantis à vie. Fait que j'aurais plus jamais besoin de m'acheter des paires de bas. Quand je veux les changer, je les échange en fait contre une paire de bas neufs, quand ils sont vraiment scrap, là. Fait que ça, c'est bien ce système-là pour ça. Puis oui, j'ai toujours 2 épaisseurs. L'autre fait particulier, moi, c'est que mes orteils s'entretuent quand je marche. Donc, ils se font la guerre, ils se frottent ensemble, ils essayent de s'arracher une l'autre. Même si je coupe mes ongles, il n'y a rien à faire. J'ai les orteils qui jouent du piano moi, dans mes souliers quand je marche. Donc, j'ai trouvé des liners de bas qui séparent mes orteils. Donc, ma couche de base, ma petite couche mince qui est sur mon pied, elle sépare les orteils. C'est comme une mitaine pour les pieds, finalement. La marque Injinji. Puis ça, c'est génial, là. Ça fait la paix entre mes orteils, puis tout se passe bien. J'ai zéro ampoule. Et moi aussi, je marche direct dans les flaques de boîte, dans l'eau direct. J'enlève pas mes souliers, là. Je traverse les cours d'eau direct avec les souliers, donc ça sèche quand même assez rapidement. Puis ça fait comme un effet wetsuit, hein. Quand on marche dans l'eau très froide, quand on a 2 paires de bas, on dirait que la sous-couche, elle devient ta température corporelle. T'as moins froid aux pieds comme ça. Ouais, exact. Donc, l'eau, elle reste chaude. Non, c'est exact. Puis, tu sais, ça, c'est nos préférences personnelles là, de faire ça comme ça. Là. Mais Mais on veut savoir vos trucs. Ouais, ça. Moi, je serais curieuse de savoir c'est quoi la recette parfaite de la communauté. Là. C'est quoi vos recettes parfaites de bas? Ouais, bonne idée. Donc, si on enchaîne sur la dernière partie, parce que là, on a mentionné un peu souliers, mais on veut pas s'aventurer sur les souliers tout de suite parce que je pense que ça demande son épisode quasiment juste aux souliers bottes. Team souliers, team bottes, c'est vraiment un gros débat là, de hey, qu'est-ce que tu utilises, puis tout ça. Fait que ça, on en reparlera, ça. On va en reparler parce que c'est beaucoup d'informations. Donc, on va tout de suite tu sais, là, on a fait notre kit de base. Encore une fois, je dis ça, c'est le kit Alex et Kat. Donc, créez votre kit au travers ça. La dernière chose, c'est le kit de dodo. Donc, là-dessus, je vais peut-être être encore un peu controversé dans mes propos. J'ai pas de kit de dodo. Tu dors tout nu. Non, pas. Scoop! Ouais, alors, enlevez-vous les images. Enlevez-vous les images. Okay. Okay. De toute façon, c'est pas bon pour le sleeping bag. Non, ce que je fais, c'est... j'apporte pas un kit de plus de dodo, donc souvent, je vais... dépendant de la température, en fait, même pratiquement n'importe quelle température, je finis par être bien en boxeur parce que mon sleeping bag puis mon matelas est adapté à ça. Mais je dors pas mal juste en boxeur directement, pas de
sais, pas de chandail, pas rien, juste Avec boxer. le boxer. Avec c'est bien le mot. Puis après ça, ben, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir quelques exceptions, là. Fait que, tu sais, s'il fait un peu froid ou peu importe, ça se peut que je dorme avec une paire de bas. Mais tu sais, même là, c'est rare. Puis ça va être une paire de bas que je vais avoir portée parce que je sais qu'il annonce vraiment froid. Donc, juste pour ça. Mais sinon, même là, habituellement, j'apporte juste une paire de bas. Puis c'est celle que j'ai dans les pieds. Quand je sais que c'est dans une météo normale, là, comme l'été, là, je vais juste avoir une paire de bas, même pas dans mon sac, dans mes pieds, tout simplement. Puis après ça, ben, ça c'est de s'adapter selon la météo. Là, fait que ça se peut que je dorme avec ma veste puis que je mette le capuchon parce qu'il fait vraiment froid ou des choses comme ça. Là. Mais excellent. c'est ça. Ouais. Et toi? As-tu un kit Moi, de j'ai dodo? quand même... Oui, j'ai un kit de dodo. En fait, je le chéris et c'est ce qui est le plus précieux dans mon sac, là. C'est mon pyjama sec parce que sur la trail, on est mouillé tout le temps. Puis on partage aussi les abris avec beaucoup de gens. Fait que je suis pas tout seul au campement. Fait que je me vois mal dormir juste en bobette. Puis se lever la nuit pour aller faire pipi. Fait qu'étant donné que c'est un sentier très social et qui peut faire très froid la nuit quand même, là, même à ce temps-ci de l'année, j'ai un legging, en fait, un petit legging en polar super léger. J'ai mon chandail névé. En fait, mon petit polar avec lequel je peux marcher, ça me sert aussi de chandail de pyjama. Fait que double usage ici. Et je me suis fait faire des bas, des bas en polar, des bas du campeur dans Oui, Topo. j'ai vu ça. Yes, dans mes sandales, c'est d'un chic fou. Fait que j'ai des bas en polar. Je les ai utilisés 2 nuits à date parce qu'il faisait quand même frais. Mais puis ça va aussi prolonger la durée entre lavage de ma quilt parce que le fait que ma peau est pas direct en contact avec ma quilt, elle va durer plus longtemps avec une odeur supportable. Donc j'aurais peut-être même pas besoin de la laver une fois de tout le sentier. Mais ça c'est parce que je suis partie pour du long terme. Fait que je me garde vraiment un pyjama sec, puis je le range dans mon sac de compression avec mon sac de couchage. Comme ça, je suis sûre qu'ils vont rester au sec. Puis de toute façon, quand j'arrive pour le sortir, ben c'est parce que c'est le temps du dodo. Fait que voilà pour mon kit dodo. À ce niveau-là, j'aime bien, moi, avoir un... Ben, tu sais, je veux pas embarquer trop là-dessus parce que c'est un autre sujet en tant que tel, mais tu sais, t'as parlé de avoir les bas comme ça, t'es pas direct sur ton quilt. Personnellement, j'aime bien avoir un petit liner comme ça. Je trouve vraiment c'est plus confortable. Puis ben ça l'évite de salir trop mon sleeping bag. Mais ça, c'est un autre sujet. Je voulais juste faire la petite Oui, on reparlera des sleeping bags dans un autre épisode. Ouais, exact. Donc, je pense que ça nous résume pas mal bien tout ça. Ah oui, je voulais faire un astérisque là-dessus. Là, j'ai fait comme mon kit, mais j'ai toujours... La seule autre chose que j'ai dans mon sac, qui n'est pas ce que je mets sur le dos, c'est, exemple, tu pars une semaine, tu t'en vas dans les... Je sais pas, tu t'en vas dans les Rocheuses canadiennes, tu t'en vas en Islande, peu importe où. Puis là, tu sais que tu vas faire une trail d'une semaine. Fait que là, je prends mon kit, j'ai juste mes choses que je mets à tous les jours qui vont finir par sentir vraiment pas bon. Puis là, ben juste pour pas tuer personne dans l'avion, j'ai un kit vraiment, vraiment minimaliste. Donc, tu sais, mettons, un t-shirt, puis une paire de shorts, puis une paire de boxers que j'ai dans mon sac, tu sais, qui se compacte genre quasiment gros comme ma main, là, tu sais, tellement que c'est tout petit. Juste pour que je finis la trail, je me loue peut-être un hôtel avant de partir, ou peu importe, je prends ma douche, puis j'ai un kit fresh. Comme ça, au moins, je suis correct. J'ai pas besoin d'aller faire du lavage au travers de ça. Ou même, tu sais, si t'es sur la trail, puis tu te pognes un logement, un hostel ou un hôtel, peu importe, ben au moins, tu es capable d'aller dans l'hostel, prendre ta douche, puis de socialiser avec les mondes ou avec le monde ou d'aller au restaurant sans comme faire souffrir personne. Ouais, puis ça te fait un kit à porter pendant que tu fais ton lavage. Ouais, exactement. Fait que c'est la seule chose que je me permets d'apporter en extra, c'est un kit vraiment minimaliste, comme je dis, comme une paire de shirts, un t-shirt, ou dépendant de la température. Si c'est l'hiver, peut-être une paire de pantalons, mais tu sais, une paire de pantalons comme de sport, fait que c'est que ça soit un legging ou quelque chose de même, juste vraiment léger, vraiment compact, qui prend pas de place dans mon sac à dos. OK. Ce qui est intéressant, ça me fait penser, on parle de lavage puis de linge en ville. Petite anecdote, fait intéressant, c'est que sur l'Appalachian Trail, dans toutes les auberges, généralement, ils prêtent du vieux linge quand tu fais ton lavage. Wow. Fait qu'on est accoutrés comme des gens de friperie pendant qu'on fait le lavage. Fait que là, justement, là, je m'en vais partir ma brassée est partie pendant qu'on se parle.
Puis j'enfile des vêtements qu'ils nous prêtent, là, en vieux coton, là, puis je vais aller souper accoutrée comme ça. C'est parfait. J'arrive pas à croire que. Ben, tu sais, j'imagine en fait, c'est juste à force de recevoir du monde, ils ont fini par y penser, mais Ben oui, c'est conçu pour ça, là. c'est Ils conçu pour savent ça. de quoi. Ouais, ouais. Wow. Fait que je crois que ça se résume pas mal à ça pour l'émission. Je voulais qu'on. En fait, je voulais vous inviter à, comme, encore, lancez-nous des questions, dites-nous vos commentaires, partagez. Pour de vrai, j'en reviens encore pas tout le monde qui a partagé le podcast. Là, ça a été magique. Là, puis c'est comme ça qu'on a été chercher encore plus de monde. Mais on a deux questions peut-être en spécifique pour vous. Une qui est pour une préparation d'un sujet qu'on a en tête, en fait, qu'on veut apporter éventuellement. Fait que, c'est quoi vos questions sur les blessures, la préparation physique? Qu'est-ce que vous voulez savoir à ce niveau-là? Fait que, envoyez-nous ça, que ce soit, je pense qu'il y a il y a des box partout, là, que ce soit en message sur Messenger, Instagram, je pense même Spotify, Il y a comme ça. plein de moyens de nous joindre. C'est ça. On est ouvert. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Puis sinon, ben, l'autre sujet, on veut consacrer une émission spécialement pour ça, parce que Kat, t'as beaucoup de questions, fait que je te laisse continuer. Oui, en fait, on ferait un épisode spécial questions-réponses sur l'Appalachian Trail. Donc, envoyez-moi ou sur le podcast ou directement à moi sur Stitch on the Trail sur mon compte Instagram ou sur Facebook. Envoyez-moi toutes vos questions sur l'Appalachian Trail. Puis je vais tenter d'y répondre là, dans un épisode spécial questions-réponses. Ce sera un des sujets du prochain épisode. Ouais, Donc, shootez-moi vos questions. ouais, ben en fait, on fera aussi un post direct, là, tu sais, Q&A, toutes vos questions à Appalachian Trail, puis on essaiera de faire ça en rafale, le plus de réponses possible. Parfait, je serai prête. Mais en attendant, là, je m'en vais manger. Donc, on va conclure cet épisode-là. Puis j'ai vraiment hâte, là, parce qu'après 10 jours, je me réjouis là, d'aller manger un vrai repas chaud. Mes amis m'attendent. Fait que, on se laisse là-dessus. Puis on vous souhaite... ouais. J'imagine, parce que j'ai pas eu la journée que t'as eue, puis j'ai faim, puis c'est l'heure du souper. Fait que on va te laisser aller manger avant que... J'ai eu une grosse journée à job. Parfait. Hey, ben, merci encore beaucoup tout le monde, puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci tout le monde.